Chapitre 62, lu par Pierre Brûlé. Où l'on raconte quels moyens prit l'industrieux Sancho pour enchanter Madame Dulcinée avec d'autres événements non moins risibles que véritables. En arrivant à raconter ce que renferme le présent chapitre, l'auteur de cette grande histoire dit qu'il aurait voulu le passer sous silence, dans la crainte de n'être pas cru, parce que les folies de Don Quichotte touchèrent ici au dernier terme que puissent atteindre les plus grandes qui se puissent imaginer, et qu'elles allèrent même de porter qu'arquebuse au-delà. Mais finalement, malgré cette appréhension, il les écrivit de la même manière que le chevalier les avait faites, sans ôter ni ajouter à l'histoire un atome de la vérité, et sans se soucier davantage du reproche qu'on pourrait lui adresser d'avoir menti. Il eut raison parce que la vérité, si fine qu'elle soit, ne casse jamais et qu'elle nage sur le mensonge comme l'huile au-dessus de l'eau. Continuant donc son récit, l'historien dit qu'aussitôt que Don Quichotte se fut embusqué dans le bosquet, bois ou forêt proche de Toboso, il ordonna à Sancho de retourner à la ville et de ne point reparaître en sa présence, qu'il n'eût d'abord parlé de sa part à sa dame, pour la prier de vouloir bien se laisser voir de son captif chevalier, et de daigner lui donner sa bénédiction, afin qu'il pût se promettre une heureuse issue dans toutes les entreprises qu'il affronterait désormais. Sancho se chargea de ce qui lui commandait son maître, et promit de lui apporter une aussi bonne réponse que la première fois. « Va, mon fils, répliqua Don Quichotte, et ne te trouble point quand tu te verras devant la lumière du soleil de beauté, à la quête de qui tu vas, heureux par-dessus tous les écuyers du monde. Aïe, bonne mémoire, et rappelle-toi bien que comment elle te recevra, si elle change de couleur, pendant que tu exposeras l'objet de ton ambassade, si elle se trouble et rougit en entendant mon nom. Dans le cas où tu la trouverais assise sur la riche estrade d'une femme de son rang, regarde si elle ne peut tenir en place sur ses coussins. Mais si elle est debout, regarde si elle se pose tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, si elle répète 2 ou 3 fois la réponse qu'elle te donnera, et si elle la change de douce en amère ou d'aigre en amoureuse, si elle porte la main à sa chevelure pour la ranger, quoiqu'elle ne soit pas en désordre. Finalement, mon fils, regarde avec soin toutes ces actions, tous ces mouvements, car si tu me les rapportes bien tels qu'ils se sont passés, j'en tirerai la connaissance de ce qu'elle a de caché dans le fond du cœur au sujet de mes amours. Il faut que je t'apprenne, Sancho, si tu l'ignores, que les gestes et les mouvements extérieurs qui échappent aux amants, quand on parle de leur amour, sont de fidèles messagers qui apportent des nouvelles de ce qui se passe dans l'intérieur de leur âme. Pars, ami, sois guidé par un plus grand bonheur que le mien, et ramené par un meilleur succès que celui que je resterai à espérer et à craindre dans cette amère solitude où tu me laisses. J'irai et je reviendrai vite, répondit Sancho. Voyons, seigneur de mon âme, laissez gonfler un peu ce petit cœur qui ne doit pas être maintenant plus gros qu'une noisette. Considérez ce qu'on a coutume de dire, que bon cœur brise mauvaise fortune, et que, où il n'y a pas de lard, il n'y a pas de crochet pour le prendre. On dit aussi, où on s'y attend le moins, saute le lièvre. Je dis cela parce que si, cette nuit, nous n'avons pas trouvé le palais ou l'alcazar de madame maintenant qu'il est jour, j'espère le trouver quand j'y penserai le moins. Et, quand je l'aurai trouvé, laissez-moi démêler mes flûtes avec elle. Assurément, Sancho, reprit Don Quichotte, tu amènes les proverbes si bien à propos sur ce que nous traitons que je ne dois pas demander à Dieu plus de bonheur en ce que je désire. À ces mots, Sancho tourna le dos et bâtonna son grison, tandis que Don Quichotte restait à cheval, s'appuyant sur ses étriers et sur le bois de sa lance, la tête pleine de tristes et confuses pensées. Nous le laisserons là pour aller avec Sancho.
lequel s'éloignait de son seigneur, non moins pensif et troublé qu'il ne le laissait, tellement qu'à peine hors du bois, il tourna la tête et, voyant que Don Quichotte n'était plus en vue, il descendit de son âne, s'assit au pied d'un arbre et commença de la sorte à se parler à lui-même. Maintenant, mon frère Sancho, sachons un peu où va votre grâce. Allez-vous chercher quelque âne que vous ayez perdu? Non, assurément. Eh bien, qu'allez-vous donc chercher? Je vais chercher, comme qui dirait, une princesse, et en elle le soleil de la beauté de toutes les étoiles du ciel. Et où pensez-vous trouver ce que vous dites là, Sancho? Où? Dans la grande ville de Toboso. C'est fort bien. Et de quelle part l'allez-vous chercher? De la part du fameux Don Quichotte de la Manche, qui défait les sorts, qui donne à boire à ceux qui ont faim et à manger à ceux qui ont soif. C'est encore très bien, mais vous savez sa demeure, Sancho? Mon maître dit que ça doit être un palais royal ou un superbe alcazar. Et l'avez-vous vu quelquefois par hasard? Ni moi, ni mon maître ne l'avons jamais vu. Mais ne vous semble-t-il pas qu'il serait bien de trouver et bien fait aux gens de Toboso, s'ils savaient que vous êtes ici, avec l'intention d'embaucher leur princesse et de débaucher leur dame, de vous moudre des côtes à grands coups de gourdin, si vous laissez place nette sur tout le corps? Oui, il aurait en vérité bien raison, s'il ne considérait pas que j'agis par ordre d'autrui, et que vous êtes messager, mon ami, vous ne méritez aucune peine. Ne vous y fiez pas, Sancho, car les manchois sont une gente aussi colère qu'estimable, et ils ne se laissent chatouiller par personne. Vive Dieu, s'il vous dépiste, vous n'êtes pas dans de beaux draps. Oh oh, je donne ma langue au chien. Pourquoi ne me mettrais-je à chercher midi à 14 heures pour les beaux yeux d'un autre? D'ailleurs, chercher Dulcinée par le Toboso, c'est demander le comte à la cour et le bachelier dans Salamanque. Oui, c'est le diable, tout seul qui m'a fourré dans cette affaire. Sancho disait ce monologue à lui-même, et la conclusion qu'il en tira fut de se raviser tout à coup. Pardieu, se dit-il, tous les maux ont le remède, et si ce n'est la mort, sous le joug de laquelle nous devons nous tous passer, quelque dépit que nous en ayons à la fin de la vie. Mon maître, à ce que j'ai vu dans 1000 occasions, est un fou, un lié, et franchement, je ne suis guère en reste avec lui. Au contraire, je suis encore plus imbécile, puisque je l'accompagne et le sers, s'il faut croire au proverbe qui dit « Dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es. » Ou cet autre « Non, avec qui tu nais, avec qui tu paies. » Eh bien, puisqu'il est fou, et d'une folie qui lui fait la plupart du temps prendre une chose pour l'autre, le blanc pour le noir et le noir pour le blanc, comme il le fit voir quand il prétendit que les moulins à vent étaient des géants aux grands bras, les mules des religieux, des dromadaires, des hôtelleries, des châteaux, les troupeaux de moutons des armées ennemies, ainsi que bien d'autres choses de la même force. Il ne me sera pas difficile de lui faire croire qu'une paysanne, la première que je trouverai sous ma main, est Madame Dulcinée. S'il ne le croit pas, j'en jurerai. S'il en jure aussi, j'en jugerai plus fort. Et s'il opiniâtre, je n'en démordrai pas. De cette manière, j'aurai toujours ma main par-dessus, la sienne, advienne que pourra. Peut-être le dégoûterai-je ainsi de m'envoyer une autre fois à de semblables messages, en voyant les mauvais compliments que je lui rapporte. Peut-être aussi pensera-t-il, à ce que j'imagine, que quelques méchants enchanteurs, de ceux qui lui en veulent, à ce qu'il dit, aura changé pour lui jouer pièce, la figure de sa dame. Sur cette pensée, Sancho Panza se remit l'esprit au repos et tint son affaire pour heureusement conclue. Il resta couché sur son arbre jusqu'au tantôt pour laisser croire à Don Quichotte qu'il avait eu le temps d'aller et de revenir. Tout se passa si bien que, lorsqu'il se leva pour monter sur le grison, il aperçut venir de Toboso 3 paysannes, montées sur 3 ânes,
ou 3 ânes, car l'auteur ne s'explique pas clairement. On peut croire que c'était plutôt des bourriques, puisque la monture ordinaire des paysannes est, comme ce n'est pas un point de haut intérêt, il est inutile de vous arrêter davantage et le vérifier. Finalement, dès que Sancho vit les paysannes, il lui revint au grand tout chercher son seigneur Don Quichotte, qu'il trouva jetant des soupirs au vent et faisant 1000 lamentations amoureuses. Aussitôt que Don Quichotte l'aperçut, il lui dit « Qu'y a-t-il, ami Sancho ? Pourrais-je marquer ce jour par une pierre blanche ou avec une pierre noire ?»« Vous ferez mieux, répondit Sancho, de le marquer en lettres rouges, comme les écriteaux de collège, afin que ceux qui le verront puissent lire de loin. »« De cette manière, reprit Don Quichotte, tu apportes de bonnes nouvelles. »« Si bonnes, répliqua Sancho, que vous n'avez rien de mieux à faire que d'éperonner Rocinante et de sortir en rase campagne pour voir Madame Dulcinée du Toboso, qui vient avec 2 de ses femmes rendre visite à votre grâce. »« Sainte Vierge !» s'écria Don Quichotte. « Qu'est-ce que tu dis, ami Sancho ? Ah, je t'en conjure, ne me trompe pas, et ne cherche point, par de fausses joies, à réjouir mes véritables tristesses. »« Qu'est-ce que je gagnerais à vous tromper ? répliqua Sancho, surtout que vous seriez si près de découvrir mon mensonge. Donnez de l'éperon, seigneur, et venez avec moi, et vous verrez venir notre princesse, notre maîtresse la princesse, vêtue et parée comme il convient. Elle et ses femmes, voyez-vous, ce n'est qu'une chasse d'or, que des épis de perles, que des diamants, des rubis, des toiles de brocart et 10 étages de haut. Les cheveux leur tombent sur leurs épaules, si bien qu'on dirait autant de rayons de soleil qui s'amusent à jouer avec le vent. Et par-dessus tout, elles sont à cheval sur 3 cananais qui font plaisir à regarder. « Haquenée, tu as voulu dire, Sancho, dit Don Quichotte. »« De Haquenée à Cananée, il n'y a pas grande distance, reprit Sancho, mais qu'elles soient montées sur ce qu'elles voudront, elles n'en sont pas moins les plus galantes dames qu'on puisse souhaiter, notamment la princesse Dulcinée, ma maîtresse, qui ravit les 5 sens. »« Eh bien, marchons, mon fils Sancho, s'écria Don Quichotte, et pour te payer les étrennes de ces nouvelles aussi bonnes qu'inattendues, je te fais don du plus riche butin que je gagnerai dans la première aventure qui m'arrivera. Et si cela ne te suffit pas encore, je te donne les poulains que me feront cette année mes 3 juments, qui sont prêtes à mettre bas, comme tu sais, dans le pré communal du pays. »« Il m'en tient aux poulains, répondit Sancho, car il n'y a pas, bien sûr, que le butin de la première aventure soit bon à garder. » En disant cela, ils sortirent du bois et découvrirent tout près d'eux les 3 villageoises. Don Quichotte étendit les regards sur toute la longueur du chemin du Toboso. Mais, ne voyant que ces 3 paysannes, il se troubla et demanda à Sancho s'il avait laissé ces dames hors de la ville. « Comment ? Hors de la ville ?» s'écria Sancho. « Est-ce que par hasard votre grâce a les yeux dans le chignon ? Vous ne voyez pas celles qui viennent à nous, resplendissantes comme le soleil, et en plein midi ?»« Je le vois, Sancho, répondit Don Quichotte, que 3 paysannes sur 3 bourriques. »« À présent que Dieu me délivre du diable, reprit Sancho. Est-il possible que 3 haquenés, ou comme on les appelle, aussi blanches que la neige, vous semblent des bourriques ? Vive le Seigneur ! Je m'arracherais la barbe si c'était vrai. »« Eh bien, je t'assure, ami Sancho, répliqua Don Quichotte, qu'il est aussi vrai que ce dont des bourriques ou des ânes que je suis Don Quichotte, et toi Sancho Panza, du moins, il me semble tel. »« Taisez-vous, Seigneur, s'écria Sancho Panza, ne dites pas une chose pareille, mais frottez-vous les yeux, et venez faire la révérence à la dame de vos pensées, que voilà près de vous. » À ces mots, il s'avança pour recevoir les 3 villageoises, et, sautant à bas du grison, il prit au licoulane de la première, puis, se mettant à 2 genoux par terre, il s'écria « Reine, princesse et duché de la beauté, que votre hautaine grandeur ait la beauté d'admettre aux grâces et d'accueillir avec faveur ce chevalier, votre captif, qui a, comme une statue de pierre, tout troublé, pâle et sans haleine, de se voir en votre magnifique présence. Je suis Sancho Panza, son écuyer, et lui,
c'est le fugitif et vagabond chevalier Don Quichotte de la Manche, appelé de son autre nom le chevalier de la triste figure. En cet instant, Don Quichotte s'était jeté à genoux aux côtés de Sancho. Il regardait avec des yeux hagards et troublés celle que Sancho appelait reine et madame. Et comme il ne découvrait en elle qu'une fille de village, encore d'assez pauvre mine, car elle avait la face bouffie et le nez camard, il demeurait stupéfait sans oser découdre la bouche. Les paysans n'étaient pas moins émerveillés en voyant ces deux hommes de si différents aspects, agenouillés sur la route et qui ne laissaient point passer leur compagne. Mais celle-ci rompant le silence et d'une mine toute rechignée. Garde du chemin à la malheur, dit-elle, et laissez-nous passer, que nous sommes pressés. Oh, princesse, répondit Sancho Panza, ô dame universelle du Toboso, comment votre cœur magnanime ne s'attendrit pas en voyant agenouiller devant votre sublime présence la colonne et la gloire de la chevalerie errante? L'une des autres, entendant ce propos, ohé, dit-elle, ohé, viens donc que je te torche, bourrique du beau-père. Voyez un peu comment ces muscadins viennent se gausser des villageoises, comme si nous savions aussi bien chanter pouille que autres. Passez votre chemin, et laissez-nous passer le nôtre, si vous ne voulez qu'ils vous en cuisent. Allez, lève-toi, Sancho, dit Don Quichotte, car je vois que la fortune, qui ne se rassasie pas de mon malheur, a fermé tous les chemins par où pouvait venir quelque joie à cette âme chétive que je porte en ma chair. Et toi, ô divin extrême de tous les mérites, terme de l'humaine gentillesse, remède unique de ce cœur affligé que j'adore, qui t'adore, puisque le malenchanteur qui me poursuit a jeté sur mes yeux des nuages des cataractes, et que pour eux, mais non pour d'autres, il a transformé ta beauté sans égale à ta figure céleste en celle d'une pauvre paysanne, pourvu qu'il n'ait pas aussi métamorphosé mon visage en museau de quelque vampire pour le rendre horrible à tes yeux. Oh, ne cesse point de me regarder avec douceur, avec amour, en voyant dans ma soumission, dans mon agenouillement devant ta beauté contrefaite, et qu'avec quelque humilité mon âme t'adore. Oh là, vous me la baillez belle, répondit la villageoise, et je suis joliment bonne pour les cajoleries. Gare, encore une fois, et laissez-nous passer, nous vous serons bien obligés. Sancho se détourna et la laissa partir, enchanté d'avoir si bien conduit sa fourberie. À peine la villageoise, qui avait fait le rôle de Dulcinée, se vit-elle libre, qu'elle piqua sa cananée avec un clou qu'elle avait au bout d'un bâton et se mit à courir le long du pré. Mais comme la bourrique sentait la pointe de l'aiguillon qui la tourmentait plus que de coutume, elle se mit à lâcher des ruades de manière qu'elle jeta Madame Dulcinée par terre. À la vue de cet accident, Don Quichotte accourut pour la relever, et Sancho, pour arrêter le bât, qui était tombé sous le ventre de la bête. Quand le bât fut remis et sanglé, Don Quichotte voulut enlever sa dame enchantée et la porter dans ses bras sur l'ânesse. Mais la dame lui en épargna la peine. Elle se releva, fit quelques pas en arrière, prit son élan et posa les deux mains sur la croupe de la bourrique et sauta sur le bât, plus légère qu'un faucon, et y resta planté à califonchon comme un homme. Vive Saint-Roch, s'écria Sancho, notre maîtresse saute mieux qu'un chevreuil, et pourrait apprendre la voltige au plus adroit écuyer de Cordoue ou du Mexique. Elle a passé d'un seul bond par-dessus l'arçon de la selle, et, sans éperon, elle fait détaler un canet comme un zèbre. Et ma foi, ces femmes ne sont pas en reste, elles courent toutes comme le vent. C'était la vérité, car, voyant Dulcinée à cheval, elles avaient donné du talon, et toutes trois enfilèrent la venelle, sans tourner la tête, l'espace d'une grande demi-lieue. Don Quichotte les suivit longtemps des yeux, et, quand elles eurent disparu, il se tourna vers Sancho. « Que t'ensemble, Sancho, dit-il. Vois quelle haine me portent les enchanteurs. Vois jusqu'où s'étend leur malice et leur rancune.
puisqu'ils ont voulu me priver du bonheur que j'aurais eu à contempler madame dans son être véritable. Oh oui, je suis né pour être le modèle des malheureux, le blanc qui sert du point de mire aux flèches de la mauvaise fortune. D'ailleurs, remarque Sancho, que ces traîtres ne se sont point contentés de transformer Dulcinée et de la transformer en une figure aussi basse, aussi laide que celle de cette villageoise. Mais encore, ils lui ont ôté ce qui est le propre des grandes dames, je veux dire la bonne odeur, puisqu'elles sont toujours au milieu des fleurs et des parfums. Car il faut que tu apprennes, Sancho, que lorsque je m'approchais pour mettre Dulcinée sur sa monture, acquenée suivant toi, mais qui m'a toujours paru une ânesse, elle m'a envoyé une odeur d'ail cru qui m'a soulevé le cœur et empesté l'âme. Ô canaille, s'écria Sancho de toutes ses forces, ô enchanteur pervers et mal intentionné, que ne puis-je vous voir tous enfilés par les ouïes comme les sardines et les brochettes à la brochette. Beaucoup vous savez, beaucoup vous pouvez, et beaucoup de mal vous faites. Il devait pourtant vous suffire qu'aucun maudit d'avoir changé les perles des yeux de madame en méchantes noix de chêne, ses cheveux d'or purs en poils de vache rousse, et finalement, sous ses traits de charmant en horrible, sans que vous touchiez encore à son odeur. Par elle, du moins, nous n'aurions conjecturé ce qui était caché sous cette laide écorce. Bien qu'à dire vrai, moi je n'ai jamais vu sa laideur, mais seulement sa beauté, que relevait encore un gros signe qu'elle a sur lèvres droite en matière de moustache, avec 7 ou 8 poils blonds comme des fils d'or et longs de plumes d'un palme. Outre ce digne, dit Don Quichotte, et suivant la correspondance qu'on a entre eux, ceux du visage et ceux du corps, Dulcinée doit en avoir un sur le plat de la cuisse, qui correspond au côté ou à celui du visage. Mais les poils de la grandeur que tu as mentionnés sont bien longs pour des signes. Eh bien, je puis dire à votre grâce, répondit Sancho, qu'il semblait là, comme né, tout exprès. Je le crois bien, ami, répliqua Don Quichotte, car la nature n'a rien mis en Dulcinée qui ne fût la perfection même. Aussi aurait-elle 100 signes comme celui dont tu parles, que ce serait autant de signes du zodiaque et d'étoiles resplendissantes. Mais dis-moi, Sancho, ce que me parut un bas et que tu remis en place, était-ce ma selle plate ou une selle en fauteuil? C'était pardieu une selle à l'écuyère, répondit Sancho, avec une housse de campagne qui vaut la moitié d'un royaume, tant elle est riche. Faut-il que je n'ai pas vu tout cela, Sancho? S'écria Don Quichotte. Oh, je le répète, et je le répéterai 1000 fois, je suis le plus malheureux des hommes. Le sournois Sancho avait fort à faire pour ne pas éclater de rire, en écoutant les extravagances de son maître, si délicatement dupé. Finalement, après bien d'autres propos, ils remontèrent tous deux sur leurs bêtes et prirent le chemin de Saragosse, où ils espéraient arriver assez à temps pour assister à des fêtes solennelles, qui se célébraient chaque année dans cette ville, un signe. Mais, avant de s'y rendre, il leur arriva des aventures si nombreuses, si surprenantes et si nouvelles qu'elles méritent d'être écrites et lues, ainsi qu'on le verra en poursuivant.